Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette deuxième conférence. On a parlé ce matin de maintenance du futur, maintenance prévisionnelle avec évidemment comment identifier des problèmes, des défaillances sur des équipements, hein, notamment ici. On va parler on va un peu plus rentrer dans le détail avec Daniel Mazière, la société US System, sur des technologies d'ultrasons pour bien détecter des défaillances, notamment évidemment des fuites d'air comprimé, de gaz et de vapeur, dans un contexte qu'on connaît très bien, de plus en plus celui de l'efficacité énergétique et ce besoin de réduire la consommation en identifiant évidemment les pertes énergétiques. Je te laisse. Merci. Merci Olivier. Bonjour et merci pour votre présence ici. Donc, le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui, réduire les pertes énergétiques relatives aux fuites d'air comprimé, de gaz et de vapeur dans l'industrie, bien sûr, et tout ceci via la technologie des ultrasons. Donc, je m'appelle Daniel Mazière, je travaille pour la société UE Systems que je vais vous présenter, et je suis responsable du marché Europe Sud et Afrique. Pour vous dire deux mots du système, donc on existe maintenant depuis pratiquement 50 ans, 49 ans, avec une implantation donc, à peu près mondiale. Et on ne développe, on ne fabrique et on ne commercialise que des solutions de maintenance prévisionnelle ou predictive maintenance en anglais, basées sur la technologie des ultrasons. On ne sait fabriquer, concevoir et développer que des systèmes qui écoutent, qui détectent, qui localisent et qui enregistrent des ultrasons. Et on va voir comment, donc, dans cette présentation, on se sert des ultrasons pour aller chercher nos fuites, les quantifier, les localiser, les identifier, enfin, tout ce qu'on peut faire avec des fuites. Une dernière généralité, en fait, nos solutions sont tout le temps, 99% des cas, composées de trois parties. Il y a toujours une partie matérielle, une partie formation sur site. Monsieur le client, on vient vous former à l'utilisation de nos systèmes sur vos installations, et une partie suivi accompagnement. C'est-à-dire que l'histoire ne se finit pas quand vous avez une belle valise comme ça, mais l'histoire commence quand le client acquiert une valise comme ça. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça, vous allez le voir. Et le but, c'est de faire monter en compétence les utilisateurs et de leur en faire, je dirais, tirer la meilleure quintessence possible de ces outils. Le plan de la présentation, donc on va voir ensemble, on va déjà planter un petit peu le décor sur l'origine de ces fameuses fuites sur des réseaux d'air comprimé, de gaz comprimé ou de vapeur. Pour le raisonnement, je vais me servir d'air comprimé, mais le principe est le même pour les trois. D'accord ? Ensuite, on va voir quelles sont les meilleures méthodes, les meilleurs outils pour détecter et localiser ces fuites. Quels sont les bénéfices de cette fameuse technologie des ultrasons ? Pourquoi c'est intéressant d'utiliser les ultrasons pour détecter et localiser ces fuites ? Je vais vous parler quand même de celle que je connais le mieux de technologie des ultrasons, c'est-à-dire la nôtre, UE Systems, avec ses particularités. Pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi on détecte comme ça ? Et ensuite, j'ai toute une liste d'exemples de fuites donc, sur des installations industrielles qui utilisent des systèmes auditifs comme ça ou des systèmes visuels comme celui-ci. Et s'il nous reste un peu de temps, ce que j'espère quand même, je répondrai à vos questions. Donc l'origine des fuites sur les réseaux d'air, de gaz et de vapeur. Alors je vais au passage mettre en place mon... j'ai un superbe minuteur. Voilà. Donc l'origine des fuites. La première des choses, la première information de laquelle on part, qu'on n'a pas inventée, c'est que dans l'industrie, la moyenne des pertes énergétiques relatives aux fuites, si on ne prend que de l'air comprimé dans l'industrie en Europe, ça tourne entre 20 et 30%. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 20 ou 30% de l'énergie, de l'électricité consommée par nos fabuleux compresseurs qui consomment de l'énergie pour envoyer de l'air dans la nature. Donc ça, c'est quand même un peu problématique. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des possibilités pour les détecter, pour les localiser, pour les réduire. On ne reste pas les bras croisés, il y a des choses à faire. Je vais continuer par planter le décor, par donner quelques caractéristiques dans des réseaux d'air comprimé, de gaz ou de vapeur. Comme je disais, c'est la même chose. La première des choses, c'est qu'ils sont tous installés dans des milieux industriels et que ce n'est pas toujours des milieux très, comment je pourrais dire, on n'est pas dans le salon, dans ce magnifique salon par exemple. Hein. Voilà. Ils sont souvent très sollicités, s'ils sont là, c'est qu'on s'en sert. Leur entretien, la maintenance de ces réseaux, elle est ce qu'elle est. Des fois, elle est très bien, des fois, ce n'est pas le cas.
Et bien évidemment, ça dépend du réseau, mais il y a quand même pas mal de connexions, de connectiques sur ces réseaux, ce qui est autant de sources de fuites. L'origine de ces fuites, c'est pareil, une liste qui n'est pas exhaustive, j'essaye de planter un petit peu le décor. Eh bien, tout ce qui est connectique, joint, étanchéité, raccord, vanne, sans parler de l'usure, de l'âge des installations, de la qualité des installations. On voit des fois des choses, entre le fait qu'elles n'ont pas été installées hier et que, voilà, il y a des choses qui laissent à désirer, ça, c'est quand même source de fuite. Tout ça, ça va bien pour créer des fuites. Ensuite, on va passer donc à cette fameuse détection de fuite et quels sont les bénéfices de cette technologie des ultrasons. Donc pourquoi c'est intéressant d'utiliser les ultrasons pour détecter ces fuites. La première des choses, c'est que si on parle de flux gazeux, on peut distinguer deux types de flux. Des flux laminaires, c'est le vent, c'est une onde aspirante, c'est un flux donc global, général, pas forcément localisé, c'est un flux général. Et des flux turbulents qui sont nos fuites. Un flux turbulent, ça va être un flux local, ponctuel, et typiquement qui correspond donc à un flux d'air, de gaz ou de vapeur externe, donc de l'intérieur du système qui est sous pression vers l'extérieur, qui génère une fuite. Alors mon pointeur ne marche pas sur l'écran, il marche juste là, c'est typiquement le schéma de gauche que vous voyez là. J'ai un système sous pression ici, sur lequel j'ai une fuite, et je viens générer à cet endroit-là une turbulence, et la chance que j'ai, c'est que cette turbulence crée des ultrasons. C'est-à-dire crée des sons à haute fréquence, que mon oreille humaine entend ou n'entend pas. Enfin, ultrasons, on n'entend pas, c'est sûr. Après, il peut y avoir des harmoniques si la fuite est importante dans la plage de nos fréquences audibles. Donc oui, on peut nous dire j'entends les fuites, mais enfin, quand j'en entends une, ça veut dire qu'il y en a 10 derrière que je n'entends pas. C'est à peu près ça le ratio. Donc, fuite égale turbulence égale ultrason. Et qui dit ultrason dit donc, puisqu'on détecte des ultrasons avec nos systèmes, détectabilité. Ça s'applique si ici, dans ce contenant fermé là, sous pression, je mets de l'air comprimé, un gaz comprimé quel qu'il soit, je vais donner quelques exemples, ou de la vapeur. Bon, on peut considérer que la vapeur est un gaz. Et le parfait contre-exemple, comme toujours dans la vie, il y a le pendant des choses, c'est les fuites en dépression, les fuites sous vide. Je vais également créer une turbulence quand je vais avoir un système sous vide qui va présenter une fuite, c'est-à-dire une entrée d'air, avec des particularités, cette turbulence-là. La prépondérance de la turbulence dans ce cas-là va être à l'intérieur du système. À l'intérieur du système, on n'y est pas. Par contre, par dépression, on en crée également une là, qui est d'intensité bien moindre, donc des modules spécifiques et une méthodologie spécifique pour aller la détecter. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Par contre, pour partager un petit peu mon expérience sur le sujet, là, les industries qui ont du vide, il se passe deux choses dans les industries qui ont du vide. Je ferme la parenthèse rapidement. Trois choses même. La première, c'est qu'il y a toujours des fuites. Un réseau vit et présente toujours des fuites. Donc il y a autant de chances qu'il y ait des fuites sur un système sous vide qu'un système sous pression. La deuxième, c'est que quand il y a des fuites, l'industriel sait qu'il a des fuites parce qu'il perd le vide, il casse le vide, comme ils disent. Et la troisième des questions, c'est « Ok, je sais que j'ai des fuites, maintenant faut-il aller les chercher et les trouver ?» Et c'est là où tout le questionnement et la partie pas si évidente que ça arrive. Pour ça, c'est une techno juste fabuleuse. Ce n'est pas parce que c'est la nôtre ou quoi que ce soit, mais quand on nous appelle pour ceci, là, c'est qu'ils ont des fuites qui vraiment perturbent leur process, le fonctionnement de leurs installations. Et quand vous leur trouvez les fuites, vous voyez un grand sourire sur le sourire des gens, sur le visage des gens, pardon. Bon, voilà, c'était une parenthèse pour le vide. Ensuite, qu'est-ce qui fait que comment détecter de façon optimale ces fameuses fuites? Bien, en fait, puisque quand je crée une fuite, je crée cette turbulence et que je génère des ultrasons, dans la plage 20 kHz, 100 kHz, c'est-à-dire la plage vraiment théorique de fréquence des ultrasons, la première grandeur physique qui est générée avant même un échauffement, avant même un son audible, avant même quoi que ce soit, c'est un signal sonore qui est dans cette plage-là, donc un signal ultrasonore. Si c'est la première grandeur physique qui existe et que je la détecte, eh bien je me place vraiment tôt dans cette précocité de détection. Ça, c'est le nerf de la guerre, la première chose. La deuxième chose, c'est que sans rentrer dans trop de détails ici, à ces fréquences-là, en fait, les sons, les ultrasons sont directionnels. Et donc, la conséquence, c'est qu'ils vont être très facilement localisables. Avec un mais, avec le bon capteur qui va bien. C'est-à-dire que c'est bien beau que les fuites créent des ultrasons. Si derrière, je mets ou des capteurs qui n'ont pas cette sensibilité-là, ou qui détectent des ultrasons mais à d'autres fréquences ou pour d'autres applications, je ne les trouverai pas.
D'accord ? Il faut vraiment adapter le capteur, le matériel pour aller chercher ceci. Et donc ça, comme je vous disais, ça s'applique à tout type de gaz, que ce soit de l'air comprimé ou tout type de gaz spéciaux, la vapeur, également le vide. Pour continuer, donc, parce que ça c'est hyper important également, une fois que donc j'ai planté, que j'ai dit ceci, quelles sont les caractéristiques essentielles pour aller les détecter, ces ultrasons générés par des fuites? La première, qui coule de source, hein, c'est la sensibilité de détection. Si j'ai un instrument ultrason qui me détecte une fuite quand je l'entends à l'oreille, ça ne sert à rien d'aller utiliser les ultrasons. Autant que j'y aille à l'oreille, j'éteins tout, j'y vais à l'oreille. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est que c'est bien beau d'être sensible, mais dans l'usine, il y a d'autres sources ultrasonores. Donc ces sources ultrasonores, il faut les filtrer par le matériel et par la méthode. Donc le deuxième critère très important, c'est le filtrage des ultrasons parasites. Tout ce qui est autre chose que des fuites, dans notre petit monde à nous, c'est parasite. Donc tout ce qu'on met dans la catégorie parasite, c'est tout ce qui n'est pas des fuites. La troisième des choses, c'est que c'est bien beau de les détecter, de les localiser, mais je veux déjà les hiérarchiser, les répertorier et en connaître quelques éléments de ces fuites. C'est-à-dire entre une fuite d'un réseau d'air à 7 bars qui, je ne sais pas moi, une fuite de 0,1 mm à 7 bars et une fuite de 2 cm, peut-être que le taux de fuite et les pertes associées ne sont pas les mêmes. Donc le but, c'est de pouvoir mesurer, enregistrer ces données et établir des rapports. Donc de suivi prédictif également. Donc pour ceci, il fait une capacité d'enregistrement, d'interprétation. Donc il y a une solution hard et une solution soft qui va avec. C'est-à-dire que tout ce que nos appareils mesurent, on va le transférer dans du logiciel, vous allez le voir, pour pouvoir faire des rapports. Et enfin, tout ça c'est bien beau, mais le métier de l'industriel, ce n'est pas d'aller chercher des fuites. Donc le support, la formation, l'accompagnement, tout ce qu'on peut dire du fabricant de matériel qui vous aide, qui est là pour vous aider à détecter des fuites, c'est aussi important que le matériel. Si j'achète une magnifique voiture que je n'ai pas le permis, je ne vais pas aller bien loin, pour le dire de façon simple. Donc, je vais vous dire deux mots de notre technologie. Je vais synthétiser parce que j'ai mis pas mal d'informations, mais je vais donner les choses importantes. La première, c'est que dès lors qu'on propose des systèmes de détection de fuite, il ne s'agit pas d'acheter un appareil auquel on va rajouter un module tous les ans ou je ne sais pas. Il s'agit de proposer des systèmes complets, comme vous avez là, qui se présentent sous forme de détecteur, d'une valise avec tous les modules qui vont bien. Parce que toutes les fuites ne sont pas identiques, toutes les industries ne sont pas identiques, et on ne sait pas, quand on met en œuvre cette méthodologie, on ne sait pas où sont les fuites, on ne sait pas combien il y en a, et on ne connaît pas leur taille. Donc il y a toute une panoplie, il y a un appareil, certes, des modules qui vont avec. La deuxième des choses, c'est la technologie de détection. Ce qu'on s'attache à faire depuis plus de 40 ans maintenant, c'est à inclure le plus de capteurs à ultrasons possible dans chaque module qu'on met ici sur le matériel. Plus on va mettre de capteurs dans le module qui détecte, plus la même fuite va venir exciter de capteurs, et plus le signal, l'intensité ultrasonore, si vous voulez, l'intensité électrique générée par le capteur amenée à l'appareil sera importante pour la même fuite. Ça veut dire qu'on va descendre bas en détection. Et avec ceci, le fameux réglage de fréquence, donc on va régler la fréquence sur nos appareils pour pouvoir filtrer les ultrasons parasites dans les milieux sonores. Ça, c'est un petit peu Après, il y a beaucoup de choses, écran tactile, appareil photo, voilà, ça c'est un petit peu des compléments, mais l'essentiel, je viens de vous le dire. La deuxième des choses à laquelle on s'attache, c'est que dans l'industrie, quand on tombe sur des industriels, ce qui est le cas de 99% des industriels qui ont des réseaux d'air, de gaz ou de vapeur, ils n'ont pas que ça. Ils ont souvent des équipements tournants, des moteurs, des pompes, tout ce qu'il peut y avoir dans une installation industrielle, des installations électriques. La particularité du système, comme je vous le disais au début, c'est de ne fabriquer, de ne développer que des systèmes qui détectent et écoutent des ultrasons. Eh bien, ce qui se passe, c'est que des ultrasons existent quand il y a des défaillances dans d'autres domaines. En l'occurrence, sur des machines tournantes, sur des installations électriques, sur des vannes, sur des purgeurs de vapeur. Et donc, le but de cette affaire, c'est de pouvoir rendre ce type d'appareil versatile et multi-applications. Et c'est le cas. Ça, c'est très important. Et enfin, donc, d'associer ceci avec des solutions logicielles qui nous permettent d'enregistrer, d'interpréter toutes les datas pour toutes les applications. Je vais avancer un petit peu donc, sur la partie fuite. Vous voyez la technologie trisonique dont je vous parlais. Je ne sais pas si vous les voyez, les trois petits points blancs qui sont sur le module en face avant, là, qui est ici, c'est ça, c'est les trois fameux, vous pouvez vous le faire passer d'ailleurs si vous voulez. C'est ça les trois fameux capteurs à ultrasons par module. Tout ça pour nous arriver avec un équipement standard, je dirais, ou traditionnel comme ceci, à détecter quand même les ultrasons d'une fuite de 0,1 mm dans un système à 0,3 bar à 15 mètres.
avec un module longue distance comme ceci. Une fuite de 0,1 mm à 0,3 bar à 15 mètres, elle ne fait pas beaucoup de bruit. À 15 mètres. Alors attention, ça, c'est les capacités de détection du matériel qui peut le plus, peut le moins. Il vaut mieux détecter plus et devoir baisser en sensibilité plutôt que de ne pas détecter assez. Ça, c'est les capacités de détection. Maintenant, faut-il s'assurer que dans l'usine en question, sur le site industriel, entre cette fameuse fuite et moi-même, je n'ai pas une autre source ultrasonore qui soit 10 fois supérieure en termes d'intensité que ceci. D'accord? D'où la méthode. Tout ça, on le met en musique correctement. Là, je ne fais que vous le présenter. Il faut le voir, le pratiquer sur le terrain. La méthode est aussi importante que le matériel. On a une dernière... Merci, Olivier. On a une dernière... bien, elle est là. Hein, une dernière évolution de la technologie qui, en plus de détecter et d'écouter, nous permet de visualiser, comme vous le voyez là, c'est ni plus ni moins que ceci, hein, sur l'écran de notre caméra acoustique, de notre nouvelle caméra acoustique qu'on appelle UltraView, au passage. Tous nos appareils s'appellent Ultra quelque chose. Ultra Probe et UltraView. Ultra pour ultrason. Hein. On n'a pas inventé la roue avec ça. Donc ce qu'on fait avec ceci, c'est la même chose. Je généralise. À part qu'au lieu de venir suivre la direction ultrasonore par un casque d'écoute comme ceci, connecté à l'appareil, on vient venir afficher sur l'écran et localiser sur l'écran de cette caméra acoustique la position de la fuite. C'est l'évolution, je dirais, visuelle. Les deux sont complémentaires. En termes de distance, on va aller plus loin avec ceci. En termes de localisation précise, il y a des cas où ça sera plus intéressant d'utiliser ceci. En termes de rapidité sur des installations faciles, de rapidité d'inspection, on ira peut-être un peu plus vite avec ceci. D'accord? Dans tous les cas, donc là également, il y a d'autres. Alors là, on a mesuré des taux de fuite en litres par minute. On va à plus de 3 mètres là. Hein. Mais ça, c'est, si vous voulez, la limite basse, tout comme je l'ai donné pour le précédent appareil, la limite basse de détection de cette caméra. Je vais vous dire ce que je vais vous dire en illustrant par des exemples et en vous donnant la méthodologie. En fait, quand on fait de la recherche de fuite dans l'industrie, on part de deux principes. C'est qu'on ne sait pas s'il y a des fuites et on ne sait pas où elles sont. La seule chose qu'il faut qu'on sache quand même, c'est où sont mes réseaux sous pression. Où sont mes réseaux d'air comprimé, où sont mes réseaux de gaz si je cherche des fuites de gaz, où sont mes réseaux de vapeur si je cherche des fuites de vapeur. Et le but de la manœuvre, c'est de faire un scanning, soit ultrasonore comme ceci, en connectant, comme vous le voyez, un casque d'écoute, puisque dans ce casque, je vais avoir l'image audible de ce que lui détecte dans la partie ultrason. Il va me mesurer l'intensité ultrasonore en décibels sonnant et trébuchant, hein, si je peux dire ça comme ça, comme un sonomètre mesurerait une intensité sonore en décibels. À part que ça, c'est mesuré en bout de module dans la plage des ultrasons. Moi, petit être humain, les ultrasons, je ne les entends pas. Donc, il vient me les traduire en son pour que, dans ce casque, comme vous le voyez à l'écran là, le technicien ou l'opérateur puisse suivre la trace de ces ultrasons et, puisqu'ils sont directionnels, aller localiser cette fuite. Ça, pour faire ce scanning, ce balayage et aller localiser ces fuites, comme je vous disais, on part de deux principes. C'est qu'on ne sait pas s'il y a des fuites et on ne sait pas où elles sont. Donc, dans une zone donnée, sur la zone où ces réseaux sont présents, je ne sais pas moi, si j'avais des réseaux d'air comprimé ici, il faut quand même que je sache un minimum où sont les réseaux. Je fais un scanning large. Je commence par un balayage large. Que ce soit avec cet appareil uniquement acoustique ou avec cette caméra acoustique, bien, je vais faire un scanning large. Et là, je vais avoir des sources. À part que quand je suis à 15 mètres, puisque je vais à 15 mètres avec ceci, je peux même aller plus loin avec une parabole qui va jusqu'à 30 mètres et plus. À 15 ou 30 mètres, je vais entendre un niveau ultrasonore, mais il faut que je sois sûr que ce soit une fuite. 2, à 15 ou 30 mètres, je n'ai pas un œil de lynx pour aller dire la fuite, elle est sur ce joint, elle est sur cette vanne, elle est sur ce raccord. 3, je peux avoir 3 ou 4 fuites autour. Si j'ai une panoplie d'air comprimé c'est pas la peine d'aller bien loin, sur quelque chose comme la photo de droite, là, ça, je peux le détecter à 10 ou 15 mètres. À part qu'à 10 ou 15 mètres, pour aller dire que ma fuite, elle est là, je vais déterminer une zone à 10 ou 15 mètres. Je vais dire, là, il se passe quelque chose. Et ça tombe bien, parce qu'il y a des composants d'air comprimé. Donc, le but de la manœuvre, c'est cette fameuse méthode qu'on appelle gross to fine en anglais, grossière à fine, c'est de détecter une zone
de se rapprocher, de jouer avec la sensibilité du matériel. Ça va nous obliger à nous rapprocher et à cibler. Et ensuite, on va changer de module sur cet appareil. Et sur celui-ci, il y a un réglage de sensibilité qui s'opère automatiquement, qui va conserver le point qu'il a détecté pour nous l'afficher sur l'écran. Le but, c'est qu'un opérateur, un technicien qui intervient dans l'industrie, qui connaisse au minimum ces installations quand même, puisse, en faisant un scanning de ces zones, pointer comme ça des cibles qui sont des fuites, et de loin, avec une méthode donc grossière à fine, une méthode en entonnoir, pouvoir arriver sur là où les fuites. Sur une panoplie comme ça, j'ai peut-être 3 ou 4 fuites. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous montrer d'autres exemples, puisqu'on est à la partie exemples. En voilà d'autres. Ça, c'est typiquement... Pardon, je croyais qu'il y avait une question. Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut détecter de loin et qui, de près, va nous amener à, je ne sais pas moi, ce joint, ce raccord, cette vanne, et qui, comme ça, c'est la somme de toutes ces petites fuites qui coûtent cher. C'est pas la grosse... Alors la grosse fuite, attention, si on ne la répare pas, elle coûte cher aussi. Il faut commencer par cela. Celle que j'entends à l'oreille, le tuyau débranché ou je ne sais pas moi, il faut commencer par ça. Mais ce qui se passe, c'est que ceux-là, elles sont faciles à trouver, à localiser, et on les entend. Dans un environnement industriel pas trop bruyant, on les entend. Toutes les fuites dont je vous parle, là, qui constituent 80 ou 90% des pertes, on ne les entend pas à l'oreille. Parce qu'en plus, pour 2 raisons. La première, c'est qu'elles n'ont pas une intensité assez importante pour créer du son dans notre page audible. Et la deuxième, même si elles en créent, dans des environnements industriels bruyants, le bruit qu'il y a dans l'usine couvre complètement le reste. Et la troisième des choses, il y a encore une troisième, c'est qu'aux fréquences audibles, les sons ne sont pas directionnels. Ils sont multidirectionnels. Si on met une poste radio au milieu, là, tout le monde va l'entendre. Vous voyez? Alors que là, à ces fréquences-là, on cible le son. C'est ce qu'on fait de manière audible avec cet appareil et de manière visuelle avec ceci. Quelques autres exemples. Bon, c'est toujours la même chose. Alors, il y a tout un tas de modules. Comme vous voyez, là, un module de focalisation sur la photo de gauche. Vous voyez ici, comme je l'ai sur l'écran de mon appareil, je vais commencer à vous en parler, une intensité en décibels. Vous imaginez que plus, dans des conditions de mesure que l'on donne dans la méthode, plus la fuite est importante, plus l'intensité ultrasonore ici va être élevée. Et cette intensité, dans des conditions particulières, pas n'importe comment, on va la mesurer, certes, et l'enregistrer. C'est ça qu'on va envoyer dans le fameux logiciel ou dans l'application smartphone pour nous faire des rapports. Je vais y venir. D'accord? Je commence ici, là, avec le petit 40 décibels. Alors, ici, on fait exactement la même chose. On fait exactement la même chose, à part qu'on voit directement sur l'écran, donc, apparemment, il y a une fuite ici, le petit point jaune, là. Alors après, il y a plein de paramétrages. Sur celle-là, on peut vraiment tout paramétrer, la couleur du point, enfin voilà, beaucoup de choses qui peuvent se paramétrer. Vous voyez, par exemple, ça c'est l'écran de l'appareil. Il est en train de nous visualiser une fuite donc, sur ce raccord-là. D'autres ici, ça sort directement d'exemples qu'on a chez nos clients. Donc en fait, dans tout ça, ce que je résume un petit peu là, c'est que tout ceci c'est bien beau, nous on l'a mis en place donc, dans nos labos, on fabrique du matériel comme ça, mais il faut que ce soit exploitable par les gens de maintenance. Et les gens de maintenance, leur premier métier, alors déjà ils ont plusieurs métiers, ils ne font pas qu'une chose dans l'usine malheureusement, et leur premier métier c'est quand même pas d'aller chercher des fuites dans l'usine, même si malheureusement il y en a, leur premier métier c'est de maintenir, voilà. Donc en fait, avec ceci, comme je vous disais au début, on accompagne dans 99% des cas, sauf dans les pays dangereux où on ne va pas, ceci de formation, et on part d'un principe qui est simple, c'est que personne n'y connaît rien à ceci. Le postulat duquel on part, c'est que les gens connaissent leurs installations et leurs problèmes. On peut supposer qu'un tech de maintenance dans une usine sait quand même où sont à peu près ses réseaux, et sait qu'il a des fuites, parce que son responsable, le challenge ou le titille, on va dire, sur la partie perte, sur la partie fuite, voilà, donc il faut faire quelque chose pour les fuites. Mais avant de faire quelque chose de réparé, il faut les trouver. Donc en fait, on a mis en place des formations, si vous voulez, qui reprennent une méthodologie, mais vraiment très simple, basique et logique, qui est résumée ici. Et la première, c'est de les détecter, de les localiser, d'enregistrer. Alors enregistrer les fuites, c'est ce monsieur-là qui a fait ce PowerPoint, et il faudra que je lui dise, ce n'est pas les fuites qu'on enregistre, c'est l'intensité en décibels. C'est l'intensité en décibels que vous voyez là, et que vous avez vu tout à l'heure, c'est ça qu'on enregistre, et ensuite on prend des photos.
Ça, c'est hyper important de pouvoir localiser, soit prendre une photo ici, soit carrément, quand on enregistre ici, la photo se prend de façon automatique. C'est bien beau d'avoir des fuites, mais il faut pouvoir les localiser et les mettre sur les rapports. Parce que les équipes qui vont réparer derrière doivent pouvoir aller trouver la fuite. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, tout est dans la boîte, la photo, l'intensité, toutes les caractéristiques de la fuite. Je vais venir transférer ça soit sur mon PC, si j'ai un petit peu d'âge comme moi, parce que j'utilise encore un PC pour faire des rapports, soit je suis un peu plus jeune et j'aime bien tout ce qui est smartphone, tablette, tout ça. Et l'équivalent de ce logiciel existe en version donc, Android et Apple, avec une application qu'on appelle Leak Survey, et qui a une dernière évolution maintenant qui sort des rapports vraiment très beaux, pour pouvoir donc faire des rapports. Bon, ça c'est ni plus ni moins que ce que je viens de vous dire. Voici un premier exemple de rapport. Alors, sur ces rapports avec le logiciel, c'est ce qui est bien ça aussi. Alors, la première des choses, c'est que le logiciel est fourni avec. La deuxième, c'est qu'on va choisir tous les champs que l'on souhaite voir apparaître dans le rapport sans limite. Si je veux voir apparaître, je ne sais pas moi, la couleur du tuyau d'air comprimé qui fuyait, je peux le mettre. Alors après, il ne faut pas non plus en mettre trop. On a des exemples de rapports types, si vous voulez, notamment le tableau Excel que vous voyez là, qui est un plus grand ici, où en fait, on a le type, il faut lui donner au logiciel le type de gaz. C'est de l'air comprimé, c'est de l'azote, c'est de l'argon, c'est de l'oxygène, c'est de l'hydrogène, peu importe ce que c'est. La pression, on va aussi lui indiquer, pour qu'il fasse le calcul, il faut lui donner les informations de pression. Lecture en dB, ben, c'est pour chaque fuite la valeur que j'ai lue ici, que l'appareil m'a mesurée, puisque je l'ai transférée. Une colonne de description du problème ou commentaire que je vais décrire soit sur l'appareil, soit sur mon fichier Excel une fois généré, pour dire de quoi il s'agit. Et je vais lui donner deux autres paramètres. Le temps sur lequel mon système est en pression et le coût, soit du kilowattheure si c'est de l'air comprimé, soit du mètre cube de gaz si c'est un gaz que j'achète, pour que lui il puisse, au-delà de me donner dans la colonne LPM, où est-ce qu'elle est la colonne LPN, au-delà de me donner le taux de fuite, pour que lui, avec ses informations de coût, puisse me dire ce que coûte chaque fuite. C'est-à-dire qu'une fuite pour laquelle j'aurais mesuré 41 décibels pour prendre la première ligne, d'air comprimé à 7 bars, alors je ne connais pas pour ce tableau le coût du kilowattheure paramétré, parce que ça je lui donne. Et bien sur l'année, si je considère que mon système est en pression H24 365 jours par an, il va me coûter 395 € et 15 centimes. Le but de cette affaire, c'est premièrement de les répertorier, de n'en perdre aucune, puisque comme vous l'avez vu et que vous allez le voir, pour chacune des fuites, je vais avoir aussi des photos, pour pouvoir dire à l'équipe qui va réparer, voilà où est la fuite. Mais le but de cette affaire, ça va être de faire trois choses. De les répertorier, de n'en perdre aucune, de les hiérarchiser. Je vais commencer à aller réparer les plus grosses avant de réparer les petites. Et troisièmement, de faire du suivi. C'est-à-dire que ce qu'on préconise, c'est plutôt que de faire un rapport complet pour toute l'usine, c'est de diviser l'usine en secteurs. Et pour chacun des secteurs, de faire du suivi. Alors après, dans le logiciel, je peux y mettre autant de secteurs que je veux. Pourquoi on fait ça? Parce que si aujourd'hui, dans le secteur 1, imaginons que ça, je ne sais pas moi, ce soit le secteur emboutissage, je dis n'importe quoi, au 20 septembre, j'ai 5 283,10 € de fuite, que j'en ai réparé 27%, parce qu'aussi, quand je répare, j'ai le taux qui diminue. Si je reviens au 27 octobre, et qu'au lieu de 5 283 € en ayant réparé, je ne sais pas, la moitié, je me retrouve plus qu'avec 2 000 ou 2 500 €, je vois une progression, un taux de fuite qui diminue. Le but de cette affaire, le problème des réseaux d'air, de gaz ou de vapeur, c'est qu'ils vivent. Et ce n'est pas du one-shot qu'il faut faire. Si vous avez un réseau aujourd'hui qui a un taux de fuite donné, vous les réparez toutes. Si vous les laissez vivre pendant un an, il ne faut pas espérer qu'à T plus 1 an, vous n'en ayez pas, malheureusement. Donc ce qui rapporte là-dedans, c'est certes d'avoir le matériel qui va bien pour les détecter, de pouvoir enregistrer tout ça et de les réparer, bien sûr, mais c'est de faire du suivi. Parce que ce qui coûte cher, quand on voit une fuite, c'est une fuite à l'instant T aujourd'hui. Mais le problème de cette fuite, plus sous celle qui se rajoute, elle ne fuit pas, elle ne me coûte pas que maintenant. Elle me coûte depuis qu'elle existe. Donc au plus tôt, en faisant du suivi comme ça, je vais les détecter, les localiser, les répertorier et les réparer, au plus bas, je vais maintenir ce taux de fuite. Et ce qu'on préconise, nous, par zone, alors après ça, c'est une préconisation générale, hein, pour les industries, on va dire,
moyenne. Alors qu'est-ce que c'est une industrie moyenne? C'est ni une trop grosse industrie où l'état des installations est vraiment pas très bon, ni une industrie de pointe où tout est comme dans un salon comme ici. On va dire entre les deux. C'est de faire une tournée, en plus quand on a fait la première, après ça va vite, tous les 3 mois. Tous les 3-4 mois. Il faut y passer 3-4 fois par an. En faisant ça, on maintient un taux de fuite bas et on s'en sort, surtout avec le coût des énergies maintenant, avec voilà, des taux de perte. Le zéro fuite, à moins que j'y passe vraiment ma vie à aller chercher des fuites, le zéro fuite, il ne faut pas rêver non plus, il existe, on en trouvera toujours. Mais enfin, entre en trouver quelques-unes entre une fois et l'autre, ou alors en trouver, chaque fois que je fais 3 mètres, je trouve une fuite, il y a une différence. Donc ça, c'est un premier exemple de rapport, donc avec son homologue version visuelle. Et notre dernière application fait la même chose. Les chiffres sont les mêmes, à part que c'est un petit peu plus design, on va dire, avec quelques couleurs, tout ça. Alors ça, avec cet appareil-là, on va transférer directement les données mesurées sur une plateforme cloud qui est fournie avec. C'est-à-dire qu'on a une troisième, qu'il faut que je rajoute d'ailleurs sur la présentation, un troisième support où le logiciel ou l'application est installée. C'est une plateforme cloud qui se connecte directement donc, avec ce petit outil magique là, puisqu'il a une capacité de connexion, et qui nous permet de faire des rapports, mais vraiment de façon très rapide, très simple, et peut-être un petit peu plus ergonomique. Les domaines où donc, on intervient depuis une cinquantaine d'années, eh c'est à peu près tous les domaines industriels. La liste n'est pas exhaustive, hein, mais tous les domaines où il y a des réseaux, tous les domaines qui consomment de l'air comprimé, des gaz comprimés, de la vapeur. Alors la vapeur, il y a une autre particularité pour la vapeur, c'est qu'en plus d'avoir ces fameuses fuites externes, on a sur les réseaux, oui, on a des purgeurs de vapeur et des vannes. Et ces purgeurs de vapeur qui ne sont autres que des clapets qui ont pour but de laisser partir l'eau pour conserver de la vapeur, ont la fâcheuse tendance dans ces conditions difficiles de chaleur et d'humidité à se bloquer. Heureusement pour la sécurité, ils se bloquent ouverts. Par contre, ça ne fait pas plaisir au portefeuille. Parce que j'ai derrière une chaudière qui produit de la vapeur qui coûte encore plus cher que l'air comprimé. Et cette vapeur, elle s'envole dans la nature. Quand je la vois encore, ça va. Il y a de plus en plus de retour de vapeur, c'est-à-dire de vapeur revaporisée pour les renvoyer dans les chaudières. Il en arrive le pourcentage qu'il en arrive. Là, je ne vois rien du tout. Et en fait, au lieu d'avoir un purgeur qui cycle et qui me laisse partir ma vapeur, mon condensat de vapeur quand il doit le faire et me garder ma vapeur, j'ai quelque chose qui me laisse partir tout le temps de la vapeur. Ça coûte encore plus cher. Et la particularité de ce type de matériel, c'est qu'on peut, avec un module comme ceci, qu'on appelle stéthoscope, venir, alors ce n'est pas le sujet de cette présentation-là, hein, c'est tout un autre sujet ça, on peut venir diagnostiquer en changeant de fréquence ici ce qui se passe dans ce purgeur, pour voir s'il ne me coûte pas autant dans ce que je ne vois pas, et pareil pour les vannes, que dans ce que je vois. D'accord? Bon, si vous voulez parler de ce sujet de la vapeur, il n'y en a pas partout. De l'air comprimé, des gaz, ce genre de choses, il y en a quasiment partout. C'est pour ça que j'ai axé ma présentation là-dessus. Mais si vous avez des questions sur ces fuites internes de vapeur, sur la partie purgeur ou sur la partie vanne, qui d'ailleurs s'applique aussi à des problématiques process, cette détection de fuite interne, on peut en parler. Donc les domaines industriels où on est, ils sont là. Ce n'est pas une liste exhaustive. Pour vous donner un petit peu une répartition des utilisateurs de cette technologie, de nos clients, on va dire que ça va être pour facilement 80% des gens qui veulent réduire leur facture énergétique, et à commencer par l'air comprimé, surtout maintenant. Mais il reste 20%. Et ces 20%, c'est un petit peu la loi de Pareto. Quand des gens ont des fuites de gaz, je prends par exemple l'azote, qui coûte beaucoup plus cher que l'air comprimé, pour une fuite d'azote trouvée, il n'y a pas besoin de trouver autant de fuites d'azote, je veux dire, pour réduire d'autant la facture. Si je prends des problématiques process pour des industries particulières liées au vide, pareil, voilà. Le but de cette affaire, c'est vraiment de réduire les coûts, hein, comme je le disais en début de présentation. L'air comprimé est le premier des contributeurs. Oups, pardon, le téléviseur s'éteindra une minute plus tard en raison des paramètres d'arrêt automatique. Je ne sais pas où est la télécommande du téléviseur, mais ça va nous poser problème. Merci. Donc avant que le téléviseur s'éteigne, ce qu'on pense chez nous, tout ceci étant dit, c'est que tout ça, je vous ai présenté les généralités là, mais ce qu'on pense, c'est que
Tout ça, il faut l'adapter, comme le disait mon prédécesseur, aux installations, aux besoins et à chaque type d'industrie chez le client. Donc, ce n'est pas de dire je veux ça, je veux ça. Des fuites, oui, ce qu'on sait, c'est que vous avez ou vous aurez des fuites parce que vous avez des réseaux. Mais après, il faut voir quel est le bon dimensionnement de matériel, qu'est-ce qu'il faut comme module, qu'est-ce qu'il faut comment on va vous faire implémenter ça. On ne veut pas, en tant que fabricant, en tout cas le moins possible, un appareil qui reste à prendre la poussière sur l'armoire. Ça, ce n'est pas bon, ni pour le client, ni pour nous. Donc, vraiment, on a une démarche d'accompagnement beaucoup plus technique que commerciale, d'avant-vente déjà, et ensuite d'accompagnement et de suivi après-vente. Et je pense, bon, mais ça tombe bien, puisque mais j'avais terminé. J'avais terminé et il nous reste 13 minutes. Puisque ça, ce n'était pas prévu au programme, la télé qui s'arrête. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que je vous ai complètement endormi ou... Un petit peu. Sur peut-être la ronde à faire tous les 3 mois, comment ça se présente si le site est, je dirais, trop grand, enfin j'en sais rien. Est-ce qu'il faut une personne quand même dédiée? Le responsable maintenance peut peut-être pas faire ça non plus chaque fois. Merci pour la question, parce qu'elle est hyper importante. C'est bien beau d'avoir ça, mais une fois de plus, il ne faut pas que l'appareil reste sur l'armoire en train de prendre la poussière, et il faut que ce soit efficace. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours, pour employer la terminologie anglaise qu'on emploie, un champion. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un dans l'usine qui est objectivé par ça, et qui en a marre de voir ses factures délègues, surtout maintenant, là, qui sont en train de croître, et c'est souvent le responsable maintenance, l'ingénieur maintenance, le responsable fiabilité. C'est à lui qu'on s'adresse en premier. Par contre, déjà en avant-vente, quand on va faire des présentations, des démos, on amène au plus possible de son équipe, qui voit un petit peu déjà de quoi il s'agit. Et là, en fait, il y a une histoire de goût. Il y a des gens qui s'intéressent parce qu'ils ont pas envie, ils ont envie de garder. Il faut être terre à terre, quoi. Une usine qui perd, dans laquelle j'ai des pertes énergétiques importantes, donc des pertes financières, c'est quoi? C'est mon emploi aussi qui est menacé. Donc il y a des gens qui sont conscients de ça, et ça c'est très bien. Il y a des gens que techniquement ça intéresse. Et après, par zone, et il y a même des petits challenges qui sont faits, il va y avoir un champion. Ce qui fonctionne bien, c'est un responsable par zone et un backup. C'est-à-dire qu'il s'occupe de cette zone, il a des suivis, il a des rapports, et il veut voir son taux de fuite qui diminue. Pareil pour celle d'à côté. C'est une généralité là que je donne dans le cas d'un grand site industriel. Après, s'il y a 4 mètres linéaires de réseau d'air qui se battent en duel, on ne fait pas ça, quoi. C'est une personne. Mais ça, c'est important. Et autre chose, c'est que sur le logiciel en question, tous les rapports, toutes les datas qui sont rentrées sont datées. Et on peut faire du suivi. Donc ça veut dire que s'il y en a un, pour une raison ou pour une autre, qui passe 2 fois par an ou 1 fois par an, alors qu'on a mis en place dès le début de la formation et en accord avec son responsable que sur cette zone-là, on y allait tous les 3 mois, ça se voit à un moment donné. On n'est pas, si vous voulez, on est extérieur à ça, non. Mais après, il peut y avoir plein de raisons. Mais l'idée, une fois de plus, ce qui rapporte, c'est le récurrent. Est-ce que vous faites aussi les fluides frigorigènes? Parce que je suis un frigoriste au départ. Donc actuellement, moi je suis plus sur l'air comprimé, mais bon, j'aimerais savoir si ça détecte aussi. Parce que nous aussi, on a beaucoup de réseaux à 10 mètres de haut qui se mélangent entre l'oxygène, l'air comprimé, l'acétylène, la tale, enfin c'est de la tale. Donc sur tous ces réseaux du sol, est-ce qu'on peut détecter? Parce qu'on a des contraintes avec des nacelles, autrement, pour y accéder où on n'a pas de passage. Merci. J'utilise le micro comme ça. On nous entend puisqu'on est filmé. Alors, quand vous mettez un contenant sous pression, que vous le mettiez en pression d'air comprimé, de gaz frigo, peu importe lequel, d'azote, d'argon, de vapeur, de tout ce que vous voulez, quand vous avez une fuite et que la pression de ce contenant est supérieure à la pression atmosphérique, s'il a la pression atmosphérique, on ne va pas parler de turbulence. Mais quand vous pressurisez un contenant, un réseau, à une pression supérieure à la pression atmosphérique, dès lors qu'il y a un orifice de fuite, qu'est-ce qui se passe?
vous avez une évacuation de ce fameux gaz. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est-à-dire que cette friction moléculaire, cette turbulence générée par la fuite sera exactement la même. Les ultrasons qui en découlent seront exactement les mêmes. La seule chose qui va changer, c'est que la molécule qui va s'échapper de votre réseau, au lieu d'être des molécules d'air, ça va être des molécules de ce fameux gaz frigo. Donc la détectabilité et la détection, c'est exactement la même, ça ne change rien. Et c'est utilisé pour ça. Et d'autant plus, parce que le ROI est d'autant plus important, pour deux raisons. D'abord le coût, ce n'est pas le coût de l'air comprimé. Et deuxièmement, les considérations environnementales, de pollution et même réglementaires. D'accord? Après, je ne veux pas non plus vous faire rêver. C'est-à-dire que, exactement comme l'air comprimé, si vous avez un réseau à 10 ou 15 mètres en hauteur, ou peu importe où il est, oui, on va le détecter. Mais pour aller localiser de façon précise, c'est ce joint, de toute façon, pour réparer, il faudra y aller. D'accord? Pour aller dire de façon précise, c'est ce joint, c'est cette vanne, c'est ce raccord, c'est, je ne sais pas moi, cet actionneur, peu importe ce que c'est, il va falloir se rapprocher. Je ne dis pas qu'il faudra se rapprocher systématiquement pour les trouver. Là, ça va dépendre des fuites. Il y en a où à 10 mètres, on va tout voir. Il y en a où il faudra être à 4 ou 5 mètres ou à 2 mètres. Et il y en a où, parce que vous avez 3 ou 4 fuites les unes à côté des autres, il faudra y aller avec un module comme ça pour pouvoir dire pinpointer, comme on dit. Voire même un module, où est-ce qu'il est, voire même un module comme ça qui est fait pour la détection de fuite de vide, qui est encore plus sensible, parce que vous cherchez du 0 fuite, voire des ppm par an. Ce qui est souvent le cas dans les installations de clim ou frigo. Est-ce que je réponds à votre question? Il y a un mais. Non? Sur le papier, ça, vous ne demandez qu'à voir. Mais c'est normal. Prenons rendez-vous pour voir, justement. Non, enfin, après, je ne sais pas où vous êtes, mais... Ah, ça tombe bien, je m'occupe de toute la France, mais on est un peu loin. Non, et c'est avec grand plaisir pour venir vous voir, vraiment. Alors, construction navale. Dernièrement, on a eu un cas dont je me suis occupé, relatif à ça, sur des navires qui installent des câbles en fond de mer, avec des réseaux de gaz frigo plus complexes les uns que les autres et surtout très mal entretenus, malheureusement, sur cette panoplie de navires. Et bon. Et alors avec la particularité d'être un navire, c'est-à-dire que pour faire ces maintenances, il faut qu'il soit hacké, enfin il y a tout un... Et franchement, c'est un armateur qui a plusieurs navires comme ça, et la difficulté qu'on a, c'est de former leurs équipes parce qu'ils ne sont jamais là, donc il faut trouver des créneaux, mais voilà, ils veulent un truc comme ça par bateau. Ok. Je vous laisserai échanger à ce moment-là entre vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Moi, je suis moins loin. Je viens de Derbus, juste à côté. Je pense que le sujet que vous abordez, il est très important pour chercher les fuites et les surconsommations inutiles. Par contre, on voit que ça demande un petit peu de connaissances et puis de suivi régulier. Vous avez parlé 3-4 mois pour faire des suivis et des repérages de fuite. Est-ce que vous avez des services, au-delà du matériel, est-ce que vous offrez des services de détection de fuite, pour qu'on puisse faire appel à des équipes qui connaissent? Première question. Après, parfois on a la problématique de l'accessibilité. Est-ce que vous avez réfléchi à des systèmes par drone ou je ne sais pas pour aller repérer des fuites de manière plus facile et peut-être les localiser, voilà. Et après, dernière question, vous avez parlé de diagnostic sur des machines tournantes, des moteurs, etc. Vous n'en avez pas donné trop de détails, donc voilà, c'était pour savoir qu'est-ce que vous faisiez exactement. Merci beaucoup. 3 questions dans une. Donc, je vais essayer de pas... Il n'y a personne après moi. Non, c'est bon, puisque... alors, la réponse à votre première question, oui.
On a des services. Si vous voulez, il ne s'agit pas uniquement de fabriquer le matériel de former les utilisateurs. Si nous-mêmes, on ne sait pas utiliser ce qu'on fabrique et ce qu'on commercialise, il y a un problème. Donc oui, ce n'est pas notre vocation première, mais on a des services pour répondre à ces besoins. Et on a des services, quel que soit votre réseau. La seule limite qu'on a, c'est de rester dans des zones safe, de ne pas aller dans des pays dangereux. Vous auriez une usine au Nigeria, bon, peut-être on réfléchirait à 2 fois avant de venir. Mais sincèrement, la réponse est oui, quel que soit le réseau. Et on a même des services d'études de faisabilité. Parce qu'il y a des cas particuliers, des cas précis. Là, on parle de généralité, de réseau d'air, de réseau de même de gaz frigo, si vous voulez. C'est des cas simples, entre guillemets. Après, dernièrement, là, pour l'armement, on a été consulté sur des particularités, sur des problématiques particulières de fuite sur des engins roulants. Là, on n'est pas magicien, quoi. Donc, on va sur site, on fait toutes les mesures qu'il y a à faire, on prend en compte tout ça. Donc, la réponse à votre première question, c'est oui. La deuxième question, l'accessibilité. Alors déjà, là, je ne vous ai pas tout montré. Mais on a déjà, on a des modules qui vont plus loin que ça. On a des paraboles qui se connectent au bout de... Vous voyez, ça, hop, hop, hop. C'est le risque que j'avais, c'est pour ça que je n'ai pas enlevé depuis tout à l'heure. Ici, en fait, on peut venir connecter un câble au bout duquel on va mettre une parabole. Donc déjà, là, on va à une trentaine de mètres sur le papier. De manière réelle, on va facilement à 40 ou 45 mètres. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a des cannes télescopiques. Ça, c'est pour tout ce que l'humain, on va dire, peut... pour le moment, on reste sur Terre et c'est nous qui faisons. Et pour répondre à votre question au niveau des drones, ça passera certainement par ça. L'affaire du drone, si vous voulez, il ne faut pas que la perturbation turbulente et ultrasonore perturbe plus le matériel que le taux de turbulence généré par la fuite. Il y a un curseur à placer, d'accord? Je ne dis pas qu'on ne peut rien faire avec ça, mais on a des espoirs avec ceci, plus d'espoirs en tout cas avec ceci. La troisième des questions, la partie machine tournante notamment. Ce à quoi on ne pense pas, parce que les ultrasons, on ne les entend pas en tant qu'être humain, c'est que dès que je mets en rotation une machine tournante ou une machine en translation, je crée un niveau de friction, je crée un frottement, qui, avant même de créer du son, de créer de la vibration, de créer tout ce que je veux, va créer un signal ultrasonore dans nos plages de fréquence, avant même d'avoir une défaillance. Et la particularité de ça, exactement comme pour les fuites, avec le capteur qui va bien, c'est la précocité de détection. Au plus tôt je détecte un changement de mode, je fais une conférence demain après-midi où je vais parler de ça. 15h30, si je ne me trompe pas. Et en plus de systèmes connectés, puisque tout ça, on le fait de manière manuelle, mais aussi avec des systèmes capteurs, boîtiers d'acquisition, plateforme cloud, si vous voulez, uniquement sur l'ultrason. Cette fameuse grandeur physique ultrasonore, personne n'y pense. Alors, je ne dis pas que personne n'y pense, mais on va y penser pour des mesures d'épaisseur, pour des mesures de débit, pour des nettoyages, pour plein de choses. Pour ça, très peu. Nous, on est un petit peu un mouton à 5 pattes, on sait très bien ça. À part qu'il y a beaucoup d'informations dans cette grandeur, si on la mesure bien, si on mesure ce qu'il faut et si on l'interprète bien. Et donc, pour répondre à votre question, pour la partie machine tournante, les 2 caractéristiques essentielles et importantes sont les suivantes. La première, c'est la précocité de détection, parce qu'aux fréquences sonnées, il me faut très peu d'énergie pour créer un signal. C'est-à-dire qu'un équipement, avant d'être défaillant, même neuf, il a déjà un signal. Et la deuxième des choses, c'est une énorme simplicité d'interprétation et d'analyse par rapport à d'autres technologies, si vous voulez, où on a, sauf cas particulier, alors il y a toujours le contre-exemple, mais on n'a quasiment aucun spectre à analyser. C'est-à-dire que si on fait les choses comme il faut, avec une valeur en décibels, là, mesurée sur un roulement, hein, avec un autre capteur que ça, hein, et une carte de contrôle, un suivi prédictif, je sais où j'en suis. Et on gère en même temps la lubrification, le graissage, parce que c'est un des premiers éléments avant que l'élément soit défaillant, et toutes les vitesses de rotation. Il n'y a pas de limite aux basses vitesses comme dans d'autres technos. Mais si vous êtes intéressé par ça, demain après-midi, 15h30. Je ne sais pas si vous êtes là. Et de toute façon, on va échanger par mail. Enfin, j'ai d'autres docs que ça pour ça. Très bien. Une autre question, est-ce qu'il y a des systèmes qui peuvent par exemple pour les réseaux d'air comprimé ou des réseaux en général, est-ce que la fuite peut générer des vibrations au niveau du réseau et qui peut être captée? Je ne sais pas comment on arrête. Excusez-moi. Alors, oui, mais 2 choses. Les vibrations au niveau du réseau seront des vibrations mécaniques. Oui. Les vibrations que nous... Je vous ai écouté, même si j'essayais d'éteindre mon téléphone, je m'excuse. J'ai fait la prouesse de mettre un minuteur parce que je me connais, je parle beaucoup. Si vous voulez, oui, on va les détecter, mais signature sonore complètement différente.
Et deuxièmement, filtrage de nos fameux ultrasons déjà par le réglage de fréquence et par la trisonie ici de mes modules. Alors ma question, c'est pas pour remettre en cause le bien fondé de votre système, c'est peut-être de manière complémentaire pour genre faire une prévisualisation de là où il pourrait y avoir des fuites et après cibler. Alors, en s'isolant du matériel, si vous voulez, nous on a un adage qui dit que pour faire un bon diagnostic, une bonne inspection, il faut 3 choses. Il faut un appareil fonctionnel et calibré. Si l'appareil n'est pas chargé ou qu'il n'est pas calibré ou quoi, je ne vais rien mesurer, je ne vais rien détecter. Il faut un utilisateur formé, expérimenté. Et ça, d'où méthode et méthodologie, formation. Ça, c'est hyper important. La troisième des choses, c'est la connaissance de l'installation. Si vous savez, si quand on vous forme, ne serait-ce qu'à l'oreille, et c'est très facile parce que lui, il, entre guillemets, discrimine tout. Si vous distinguez la signature sonore d'une fuite avec celle d'une vibration, je ne sais pas moi, un réseau qui vibre, peu importe ce que c'est, hein, d'accord ? Déjà là, vous allez bien voir. Si vous voulez, dans un cas, on a un souffle, dans l'autre, on a une vibration mécanique, vous allez bien voir que ce n'est pas la même chose. Et la troisième des choses, que vous associez ça avec un minimum de connaissance de l'installation, c'est-à-dire que vous voyez bien que vous connaissez un petit peu techniquement ce qu'il y a dans vos installations. Si vous vous trompez, c'est que vraiment, vous voyez, une fois de plus. Après, je vais, comment dire, employer une anecdote qu'on utilise dans notre société. Les Américains sont pragmatiques. Si on ne leur met pas dans les mains quelque chose de simple, de logique, de facile à appliquer, ils ne font pas. Et on part de ce principe-là. Et c'est vraiment, le matériel est designé comme ça, et les méthodologies, les formations également. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir un cas, c'est comme pour tout dans la vie. Mais franchement, si vous confondez la vibration d'un réseau avec une fuite, je ne sais pas. Vous voyez, il faut que ce soit simple. Merci pour toutes vos questions. Est-ce qu'il y en a une petite dernière avant de partir déjeuner? Non? Très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, oui, nos formations, pour répondre à la question, sauf cas vraiment particulier, mais 99% de nos formations se passent sur site avec une chose importante, 50% du temps minimum de pratique. C'est-à-dire qu'on utilise les installations du client comme terrain de jeu, entre guillemets, pour la partie pratique. Ça, c'est très important. Hein? Parce que le but de toute la méthodologie, de toute la méthode, de toute la théorie, entre guillemets, qu'il y a derrière, ce n'est pas de donner de la théorie pour donner de la théorie, c'est que les utilisateurs puissent comprendre la théorie pour mettre la techno correctement en œuvre en pratique. Donc cette pratique, elle est très importante. Et le meilleur moyen de la mettre en œuvre, c'est sur les installations du client. Moi, quand j'achète quelque chose, c'est toujours trop cher. Quand je le vends, c'est jamais assez cher. Je plaisante. Non, on va parler. Ça dépend. Alors, on peut parler de coût. Je vais donner une réponse on peut parler de politique ou alors on peut parler de retour sur investissement. Exactement. Si vous voulez, c'est toujours trop cher, on est d'accord. Mais si vous l'utilisez correctement et que, je ne sais pas moi quel est le coût, surtout sur des gaz frigo, et que j'insiste, on n'insistera jamais assez là-dessus. Ça, c'est la moitié du chemin. Le reste, c'est la méthodologie. Et qu'en en utilisant le matériel correctement et en appliquant les méthodes qu'on vous donne, vous réduisez, je ne sais pas moi, parce qu'en plus, au début, vous avez 20% de vos fuites qui créent, c'est la loi de Pareto, hein, qui sont à l'origine de 80% de vos pertes. Donc si vous mettez ça en œuvre correctement, vous serez très heureux de dépenser une somme modique pour ce type de matériel. On va parler de coût parce que ça dépend il n'y a pas un coût, si vous voulez. Il y a une gamme de matériel. On existe depuis 50 ans, donc on n'a pas qu'un appareil, quoi. Mais on va parler de tout ça. Je vais venir vous voir en Bretagne pour voir s'il fait beau là-bas. Ah. Il fait toujours beau, puis comme on dit, il ne pleut que sur les et on finira pas là. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Daniel. Merci à vous pour ces explications sur une technologie qui n'est pas toujours connue, en tout cas à sa juste valeur, dans la mesure où il existe d'autres technologies bien sûr, mais on est toujours dans l'industrie de plus en plus à la recherche d'une technologie toujours la plus adaptée. Donc voilà, après c'est en fonction des besoins évidemment et des coûts et des différents paramètres. Donc, merci à tous et à toutes. Merci beaucoup à tous.